Bonjour à tous, voici ici donc la partie toujours concernant ce livre Fondation sur la reconnaissance des sols avec le dernier chapitre. Alors dans ce dernier chapitre, on va toujours rester dans les études du sol en laboratoire, mais on va plus parler des essais les plus courants qui sont les essais au pénétromètre, que ce soit statique ou dynamique. On va plus s'attarder sur ici un essai qui va nous donner une connaissance sur la compacité du sol. Donc en fait, ces deux essais que je vais vous montrer, qui sont l'essai par rapport à la plaque dynamique ou l'essai à la plaque, ça va vous permettre non pas de connaître à une profondeur bien déterminée la capacité portante exacte du sol, mais ça va plutôt donner, par rapport à une couche superficielle de notre terrain, de savoir si oui ou non il a été correctement et suffisamment compacté. Donc on va surtout utiliser ça pour les premières couches de nos sols. On ne va pas aller chercher une profondeur très importante, on va vraiment s'attarder sur des couches dites plus superficielles. Mais ça va nous donner une valeur précise sur le module d'élasticité et donc sa capacité à être ce sol bien compacté. Donc pour ça, en premier lieu, ce que je vais faire, je vais vous montrer une vidéo qui va vous montrer dans quelle zone on utilise plus ce type d'essai. La vidéo n'est pas d'une qualité en résolution exceptionnelle, mais elle a le mérite quand même de vous l'expliquer plus ou moins brièvement. Donc d'abord on met en place la plaque, et une fois qu'on a mis en place la plaque, on raccorde donc le boîtier qui va vous permettre de calculer le module d'élasticité. Donc en fait, vous voyez, c'est simplement une masse qu'on déclenche donc en système simple de chute libre à l'aide d'une petite poignée. Et en fait, sur la hauteur de chute, la masse va donner un coup d'impact sur la plaque. Et en fonction de l'enfoncement donc de cette plaque, on va mesurer, comme vous le voyez, le module dynamique d'élasticité EVD qui va vous donner une notion sur la connaissance même propre de votre sol. Ça va? Alors les domaines d'application, comme vous le voyez, la plupart du temps c'est des contrôles de portance sur par exemple des futures dalles qui vont être posées dans des volets industriels. Ça peut être pour des tranchées aussi, par rapport au blindage. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on va calculer cette notion même de compacité sur le blindage, on peut le faire au fur et à mesure du remblayage du blindage. C'est ça ici qui peut être l'avantage énorme de notre système. Donc comme vous l'avez vu ici par rapport à la vidéo, c'est un système qui est facilement transportable, qui est utilisable aussi de manière assez facile, qui a une zone donc, de contrôle qui est quand même plus ou moins localisée. On ne va pas faire une zone de 500 mètres carrés avec un seul essai, mais on peut aller s'amuser à contrôler ponctuellement à des endroits précis la compacité de notre sol ou du remblayage. Un autre type d'essai qui mesure donc cette notion de compacité, c'est l'essai à la plaque. Alors cet essai à la plaque, comme vous le voyez, c'est une plaque qui va être mise donc sous pression par rapport à un sol. Et nous, ce qu'on va faire, en fait, on va mesurer la déformabilité du sol sous l'effet de la pression que l'on exerce par rapport à cette plaque. Donc ces plaques ont une surface normalisée qui est soit de 0,02 m² jusqu'à 0,075 m². Donc ça c'est suivant les normes. Et surtout c'est utilisé pour, comme je vous ai dit, avoir une notion du tassement qui vont recevoir des éléments souvent portants mais surfaciques tels que des radiers, des dalles de béton, même par exemple des couches de roulement aussi pour les routes et tout ça. Donc ça c'est vraiment ce qui va vous permettre de contrôler la compacité et éviter que quand on va venir couler du béton sur un remblai qui n'est pas suffisamment stable, on va avoir un phénomène de déformation linéaire et donc on va s'empêcher ce phénomène par la véracité donc, du contrôle des tassements. Alors comme vous le voyez ici, on a vraiment un phénomène donc assez simple, on travaille souvent avec une plaque, et on va avoir ici une latte qui va nous permettre de contrôler la déformabilité même de notre sol en fonction de l'endroit où on presse le sol et en fonction des endroits où on va mesurer
les possibilités de déformation. Donc là, ici, on a un système donc, qui est manuel, hein, c'est à l'aide d'un système hydraulique. On envoie donc ici une certaine pression qu'on lit ici et on mesure cette déformabilité sur un profilé qui va nous donner à X mètres de profondeur, à X mètres de distance, la nature possible de l'enfoncement de notre sol. Donc là, on essaie la plupart du temps de mettre cette plaque sur un système donc ici de sable pour vraiment avoir une pression la plus horizontale possible sur notre compactage. Alors comme vous le voyez, il existe des systèmes donc plus sophistiqués où c'est carrément à la partie inférieure du camion, donc c'est le vérin qui envoie la pression à la plaque et c'est tout un système de structure appartenant au châssis du camion qui mesure les déformabilités. Pour ça, je vous montrerai aussi une petite vidéo qui prend les mesures au fur et à mesure de ses déplacements. Donc là, vous voyez, c'est carrément la plaque qui est mise ici et vous allez voir en fait les poids qui vont simplement venir percuter la plaque, qui va envoyer cette déformation à la plaque et tout le long ici de ce profilé vous avez des capteurs qui vont mesurer la déformabilité. Une fois que l'essai a été fait, on remonte la plaque et on peut repartir comme si de rien n'était à un autre endroit pour mesurer en continu. Donc là, c'est aussi un autre système qui est faisable. Donc si maintenant on n'a pas le système full automatique, alors il n'y a pas le choix, il faut, comme je vous ai dit, utiliser un système à main où on envoie la pression. Et ce qu'on fait, on mesure au fur et à mesure des capteurs ici, sur une feuille manuscrite, de combien notre sol va s'enfoncer. Alors la dernière chose que je voulais voir ici avec vous par rapport à ce chapitre de connaissance de sol, c'est l'interprétation. Donc il faut bien avoir en tête une chose, par rapport aux argiles et aux graviers et les sables, il y a deux courbes qu'on appelle les courbes de tassement bien distinctes. Donc la première que l'on voit ici en haut, c'est la courbe de tassement par rapport aux argiles et aux graviers. Alors la première phase ici que l'on voit, par rapport au graphique enfoncement dans le sol Y par rapport à la pression que l'on envoie sur le sol, on va avoir ici une première phase qui est la phase ici de première pression. Donc en fait on va évacuer l'eau qui se situe dans l'indice des vides du sol. Et donc on va avoir un déplacement faible des particules de sol. Après, on va vraiment rentrer dans l'enfoncement propre de la plaque, qui est ici cette deuxième phase, qui est vraiment l'élimination complète de l'air et de l'eau dans les couches superficielles de notre sol. Et donc on va avoir vraiment un glissement complet des particules de sol les unes par rapport à l'autre via l'effet de cisaillement. Et enfin, la troisième zone qu'on va voir, c'est ici. On va avoir vraiment un enfoncement très rapide sous une petite différence d'augmentation de pression. Et là, on va être clairement dans l'effet de poinçonnement du sol. Et donc, pour connaître réellement à partir de quelle profondeur et sous quelle pression on va avoir ce qui s'appelle l'effet de poinçonnement du sol, on doit faire ce qui s'appelle une interprétation linéaire à partir de ce point 2 pour avoir vraiment une tangente à la courbe ainsi qu'une autre tangente à la courbe au départ du point 3. Et l'intersection de ces deux tangentes va nous donner, à une certaine profondeur donnée, la pression dite de poinçonnement des argiles et des graviers. Donc là, c'est vraiment quelque chose de spécifique par rapport à l'étude critique des essais de sol au niveau donc, des poinçonnements. Et la deuxième courbe que l'on voit ici, qui est au niveau des sables, là, même chose. On va avoir une courbe ici numéro 1 et une courbe numéro 2. Alors par rapport à la différence que l'on peut observer vis-à-vis de ces deux courbes, la courbe de type numéro 1 comprend donc ici une partie droite vers l'axe P, donc ici, comme ceci, on le voit clairement, voilà, une partie un peu courbe. Puis un palier, donc c'est un palier ici plus ou moins horizontal. Et puis après encore une autre courbure ici vers le haut. Donc là on va vraiment la montée nette vers les enfoncements donc croissants. Donc quand le poinçonnement ici donc est effectué à partir de ce point-ci. Pour la courbe numéro 2 qui est ceci, là en fait on a une courbe presque droite et linéaire. Donc là en fait on voit pas tellement le moment où dans la courbe numéro 2 le poinçonnement s'applique. Donc ce qu'il y a c'est que dans les deux cas le point dangereux est celui du poinçonnement P, donc celui-ci, celui que l'on matérialise sur la droite, comme ceci. Donc
comme il n'est pas très fort marqué dans le cas ici qu'on a rencontré au début, on prend l'intersection en fait de nos tangentes pour visualiser. Donc en fait, ici, les tangentes qu'on pourrait essayer de simuler, ben, il n'y en a pas 36 000. Ici, la tangente, c'est quasi presque la droite. Ici, même chose, on ne saurait pas commencer à s'amuser à avoir une intersection. Donc en fait, au deuxième point de courbure ici par rapport à la courbe d'enfoncement, on va solliciter, à partir de cette profondeur, la pression de poinçonnement P. Et donc en fait, c'est ça qui est intéressant de voir ici, c'est de comprendre qu'une courbe d'enfoncement n'est pas similaire à chaque fois. Et donc, elle est vraiment interprétable. Et c'est ça qu'ici, j'aurais voulu vous montrer via ce slide. Ceci clôture donc votre troisième partie concernant les essais de sol.